Thérèse Raquin de Émile Zola, chapitre 30. Il vint une heure où madame Raquin, pour échapper aux souffrances qu'elle endurait, eut la pensée de se laisser mourir de faim. Son courage était à bout, elle ne pouvait supporter plus longtemps le martyre qui lui imposait la continuelle présence des meurtriers. Elle rêvait de chercher dans la mort un soulagement suprême. Chaque jour, ses angoisses devenaient plus vives. Lorsque Thérèse l'embrassait, lorsque Laurent la prenait dans ses bras et la portait comme un enfant, elle décida qu'elle échapperait à ses caresses et à ses étreintes qui lui causaient d'horribles dégoûts. Puisqu'elle ne vivait déjà plus assez pour venger son fils, elle préférait être tout à fait morte et ne laisser entre les mains des assassins qu'un cadavre qui ne sentirait rien et dont il ferait ce qu'il voudrait. Pendant 2 jours, elle refusa toute nourriture, mettant ses dernières forces à serrer les dents, rejetant ce qu'on réussissait à lui introduire dans la bouche. Thérèse était désespérée. Elle se demandait au pied de quelle borne elle irait pleurer et se repentir quand sa tante ne serait plus là. Elle lui tint d'interminables discours pour lui prouver qu'elle devait vivre. Elle pleura, elle se fâcha même, retrouvant ses anciennes colères, ouvrant les mâchoires de la paralytique, comme on ouvre celles d'un animal qui résiste. Madame Raquin tenait bon, n'était nulle odieuse. Laurent restait parfaitement neutre et indifférent. Elle s'étonnait de la rage que Thérèse mettait à empêcher le suicide de l'impotente. Maintenant que la présence de la vieille femme leur était inutile, ils souhaitaient sa mort. Ils ne l'auraient pas tuée, mais puisqu'elle désirait mourir, ils ne voyaient pas la nécessité de lui en refuser les moyens. « Eh, laisse-la donc !» cria-t-il à sa femme. « Ce sera bon débarras. Nous serons peut-être plus heureux quand elle ne sera plus là. » Ces paroles répétées à plusieurs reprises devant elle causa madame Raquin une étrange émotion. Elle eut peur que l'espérance de Laurent ne se réalisât, qu'après sa mort, le ménage ne goûtât des heures calmes et heureuses. Elle se dit qu'elle était lâche de mourir, qu'elle n'avait pas le droit de s'en aller avant d'avoir assisté au dénouement de la sinistre aventure. Alors seulement, elle pourrait descendre dans la nuit pour dire à Camille « Tu es vengée ». La pensée du suicide lui devint lourde. Lorsqu'elle songea tout d'un coup à l'ignorance qu'elle emporterait dans la tombe. Là, au milieu du froid et du silence de la terre, elle dormirait éternellement, tourmentée par l'incertitude où elle serait du châtiment de ses bourreaux. Pour bien dormir du sommeil de la mort, il lui fallait s'assoupir dans la joie cuisante de la vengeance, qu'il lui fallait emporter un rêve de haine satisfaite, un rêve qu'elle ferait pendant l'éternité. Elle prit les aliments que sa nièce lui présentait. Elle consentit à vivre encore. D'ailleurs, elle voyait bien que le dénouement ne pouvait être loin. Chaque jour, la situation entre les époux devenait plus tendue, plus insoutenable. Un éclat qui devait tout briser était imminent. Thérèse et Laurent se dressaient plus menaçants l'un devant l'autre. À toute heure, ce n'était plus seulement la nuit qu'ils souffraient de leur intimité. Leur journée entière se passait au milieu d'anxiété, de crises déchirantes. Tout leur devenir effroi et souffrance. Ils vivaient dans un enfer, se meurtrissant, rendant amer et cruel ce qu'ils faisaient et ce qu'ils disaient, voulant se pousser l'un l'autre au fond du gouffre qu'ils sentaient sous leurs pieds et tombant à la fois. La pensée de la séparation
leur était bienvenue à tous deux. Ils avaient rêvé, chacun de son côté, de fuir, d'aller goûter quelque repos, loin de ce passage du Pont-Neuf, dont l'humidité et la crasse semblaient faites pour leur vie désolée. Mais ils n'osaient, ils ne pouvaient se sauver, ne point se déchirer mutuellement, ne pas rester là pour souffrir et se faire souffrir, leur paraissait impossible. Ils avaient lentement de la haine et de la cruauté. Une sorte de répulsion et d'attraction les écartait et les retenait à la fois. Ils éprouvaient cette sensation étrange de deux personnes qui, après s'être querellées, veulent se séparer, et qui cependant reviennent toujours pour se crier de nouvelles injures. Puis des obstacles matériels s'opposaient à leur fuite. Ils ne savaient que faire de l'impotente, ni que dire aux invités du jeudi. S'ils fuyaient, peut-être se douteront-on de quelque chose. Alors, ils s'imaginaient qu'on les poursuivait, qu'on les guillotinait. Et ils restaient par lâcheté. Ils restaient se traîner misérablement dans l'horreur de leur existence. Quand Laurent n'était pas là, pendant la matinée et l'après-midi, Thérèse allait de la salle à manger à la boutique, inquiète et troublée, ne sachant comment remplir le vide qui chaque jour se creusait davantage en elle. Elle était désœuvrée lorsqu'elle ne pleurait pas aux pieds de Madame Raquin, ou qu'elle n'était pas battue et injuriée par son mari. Dès qu'elle se trouvait seule dans la boutique, un accablement la prenait. Elle regardait d'un air hébété les gens qui traversaient la galerie sale et noire. Elle devenait triste à mourir au fond de ce caveau sombre, puant le cimetière. Elle finit par prier Suzanne de venir passer les journées entières avec elle, espérant que la présence de cette pauvre créature, douce et pâle, la calmerait. Suzanne accepta son offre avec joie. Elle l'aimait toujours d'une sorte d'amitié respectueuse. Depuis longtemps, elle avait le désir de venir travailler avec elle, pendant qu'Olivier était à son bureau. Elle apporta sa broderie et prit, derrière le comptoir, la place vide de Madame Raquin. Thérèse, à partir de ce jour, délaissa un peu sa tante. Elle monta moins souvent pleurer sur ses genoux et baiser sa face morte. Elle avait une autre occupation. Elle écoutait avec des efforts d'intérêt les bavardages lents de Suzanne, qui parlait de son ménage, des banalités de sa vie monotone. Cela l'attirait d'elle-même. Elle se surprenait parfois à s'intéresser à des sottises, ce qui la faisait ensuite sourire amèrement. Peu à peu, elle perdit toute la clientèle qu'elle fréquentait la boutique. Depuis que sa tante était étendue en haut dans son fauteuil, elle laissait le magasin se pourrir. Elle abandonnait les marchandises à la poussière et à l'humidité. Des odeurs de moisis traînaient, les araignées descendaient du plafond, le parquet n'était presque jamais balayé. D'ailleurs, ce qui mit en fuite les clientes fut l'étrange façon dont Thérèse les recevait parfois. Lorsqu'elles étaient en haut, battues par Laurent ou secouées par une crise d'effroi, et que la sonnette de la porte du magasin tintait impérieusement, il lui fallait descendre, sans presque prendre le temps de renouer ses cheveux ni d'essuyer ses larmes. Elle servait alors avec brusquerie la cliente qui l'attendait. Elle s'épargnait même souvent la peine de la servir, en répondant du haut de l'escalier de bois qu'elle ne tenait plus ce dont on demandait. Ces façons peu engageantes n'étaient pas faites
pour retenir les gens. Les petites ouvrières du quartier, habituées aux amabilités doucereuses de madame Raquin, se retirèrent devant les rudesses et le regard fou de Thérèse. Quand cette dernière eut pris Suzanne avec elle, la défection fut complète. Les deux jeunes femmes, pour ne plus être dérangées au milieu de leur bavardage, s'enragèrent de manière à congédier les dernières acheteuses qui présentaient encore. Dès lors, le commerce de mercerie cessa de fournir un sou aux besoins du ménage. Il fallut attaquer le capital des 40 et quelques mille francs. Parfois Thérèse sortait, pendant des après-midi entières. Personne ne savait où elle allait. Elle avait sans doute pris Suzanne avec elle, non seulement pour lui tenir compagnie, mais aussi pour garder la boutique pendant ses absences. Le soir, quand elle rentrait, éreintée, les paupières noires d'épuisement, elle retrouvait la petite femme d'Olivier, derrière le comptoir, affaissée, souriant d'un sourire vague, dans la même attitude où elle l'avait laissée 5 heures auparavant. 5 mois environ après son mariage, Thérèse eut une épouvante. Elle acquit la certitude qu'elle était enceinte. La pensée d'avoir un enfant de Laurent lui paraissait monstrueuse, sans qu'elle s'expliquât pourquoi. Elle avait vaguement peur d'accoucher d'un noyé. Il lui semblait sentir dans ses entrailles le froid d'un cadavre dissous et amolli. À tout prix, elle voulut débarrasser son sein de cet enfant qui la glaçait et qu'elle ne pouvait porter davantage. Elle ne dit rien à son mari, et, un jour, après l'avoir cruellement provoqué, comme il levait le pied contre elle, elle présenta le ventre. Elle se laissa frapper, ainsi à en mourir. Le lendemain, elle faisait une fausse couche. De son côté, Laurent menait une existence affreuse. Les journées lui semblaient d'une longueur insupportable. Chacune d'elles ramenait les mêmes angoisses, les mêmes ennuis lourds, qui l'accablaient à heures fixes avec une monotonie, une régularité écrasante. Il se traînait dans sa vie épouvanté chaque soir par le souvenir de la journée et par l'attente du lendemain. Il savait que, désormais, tous ses jours se ressembleraient et que tout lui apporterait d'égales souffrances. Et il voyait les semaines, les mois, les années qui l'attendaient, sombres et implacables, venant à la file, tombant sur lui et l'étouffant peu à peu, lorsque l'avenir est sans espoir. Le présent prend une amertume ignoble. Laurent n'avait plus de révolte. Il s'avachissait. Il s'abandonnait au néant qui s'emparait déjà de son être. L'oisiveté le tuait. Dès le lendemain, il sortait ne sachant où aller, écœuré à la pensée de faire ce qu'il avait à faire la veille, et farcé malgré lui de le faire de nouveau. Il se rendait à son atelier par habitude, par manie. Cette pièce, au mur gris, d'où l'on ne voyait qu'un carré désert de ciel, l'emplissait d'une tristesse morne. Il se vautrait sur son divan, les bras pendants, la pensée alourdie. D'ailleurs, il n'osait plus toucher à un pinceau. Il avait fait de nouvelles tentatives, et toujours la face de Camille s'était mise à ricaner sur la toile. Pour ne pas glisser à la folie, il finit par jeter sa boîte à couleurs dans un coin, par s'imposer la paresse la plus absolue. Cette paresse, forcée, lui était d'une lourdeur incroyable. L'après-midi, il se questionnait avec angoisse pour savoir ce qu'il ferait. Il restait pendant une demi-heure sur le trottoir de la rue Mazarine à se consulter, à hésiter sur la distraction qu'il pourrait prendre.
Il repoussait l'idée de remonter à son atelier. Il se décidait toujours à descendre la rue Guénégaud, puis à marcher le long des quais. Et, jusqu'au soir, il allait devant lui, hébété, pris de frissons brusques, lorsqu'il regardait la scène. Qu'il fût dans son atelier ou dans les rues, son accablement était le même. Le lendemain, il recommençait. Il passait la matinée sur son divan. Il se traînait l'après-midi le long de quais. Cela durait depuis des mois. Et cela pouvait durer pendant des années. Parfois, Laurent songeait qu'il avait tué Camille pour ne rien faire ensuite, et il était tout étonné, maintenant qu'il ne faisait rien, d'endurer de telles souffrances. Il aurait voulu se forcer au bonheur, se prouver qu'il avait tort de souffrir, qu'il venait d'atteindre la suprême facilité, qui consiste à se croiser les bras et qui était un imbécile de ne pas goûter en paix cette facilité. Mais ses raisonnements tombaient devant les faits. Il était obligé de s'avouer au fond de lui que son oisiveté rendait ses angoisses plus cruelles en lui, laissant toutes les heures de sa vie pour songer à ses désespoirs et en approfondir l'âpreté incurable. La paresse, cette existence brute qu'il avait rêvée, était un châtiment. Par moments, il souhaitait avec ardeur une occupation qui le tirât de ses pensées. Puis il se laissait aller. Il retombait sous le poids de la fatalité sourde qui lui liait les membres pour l'écraser plus sûrement. À la vérité, il ne goûtait quelque soulagement que lorsqu'il battait Thérèse le soir. Cela la faisait sortir de sa douleur engourdie. Sa souffrance la plus aiguë, souffrance physique et morale, lui venait de la morsure que Camille lui avait faite au cou. À certains moments, il s'imagina que cette cicatrice lui couvrait tout le corps. S'il venait à oublier le passé, une piqûre ardente, il croyait ressentir, rappelait le meurtre à sa chair et à son esprit. Il ne pouvait se mettre devant un miroir sans voir s'accomplir le phénomène qu'il avait si souvent remarqué et qui l'épouvantait toujours. Sous l'émotion qu'il éprouvait, le sang montait à son cou. Empourpré, la plaie qui se mettait à lui ronger la peau, cette sorte de blessure vivant, sur lui se réveilla, rougissant et le mordant. Au moindre trouble, l'effrayait et le torturait. Il finissait par croire que les dents du noyé avaient enfoncé là une bête qui le dévorait. Le morceau de son cou où se trouvait la cicatrice ne semblait plus appartenir à son corps. C'était comme de la chair étrangère qu'on aurait collée en cet endroit, comme une viande empoisonnée qui pourrissait ses propres muscles. Il portait ainsi partout avec lui le souvenir vivant et dévorant de son crime. Thérèse, quand il la battait, cherchait à l'égratigner. À cette place, elle lui entrait parfois ses ongles et le faisait hurler de douleur. D'ordinaire, elle feignait de sangloter dès qu'elle voyait la morsure, afin de le rendre plus insupportable à Laurent. Toute la vengeance qu'elle tirait de ses brutalités était de le martyriser à l'aide de cette morsure. Il y avait bien des fois été tenté, lorsqu'il se rasait, de s'entamer le cou pour faire disparaître les marques des dents du noyé. Devant le miroir, quand il levait le manteau, qu'il apercevait la tache rouge sous la mousse blanche du savon, il prenait des rages soudaines. Il approchait vivement le rasoir, prêt à lui couper en pleine chair. Mais le froid du rasoir sur sa peau le rappelait toujours à lui. Il avait une défaillance, était obligé de s'asseoir et d'attendre que sa lâcheté rassurée lui permît d'achever se faire la barbe. Il ne sortait, le soir de son engourdissement,
que pour entrer dans des colères aveugles et puériles. Lorsqu'il était las de sa querelle avec Thérèse et de la battre, il donnait, comme les enfants, des coups de pied dans les murs. Il cherchait quelque chose à briser. Cela le soulageait. Il avait une haine particulière pour le chat tigré François qui, dès qu'il arrivait, allait se réfugier sur les genoux de l'impotente. Si Laurent ne l'avait pas encore tué, c'est qu'à la vérité, il n'osait le saisir. Le chat le regardait avec de gros yeux ronds d'une fixité diabolique. C'étaient ses yeux, toujours ouverts sur lui, qui exaspéraient le jeune homme. Il se demandait ce que lui voulaient ces yeux qui ne le quittaient pas. Il finissait par avoir de véritables épouvantes, s'imaginant des choses absurdes. Lorsque à table, à n'importe quel moment, au milieu d'une querelle ou d'un non-silence, il venait tout d'un coup, en tournant la tête, à apercevoir les regards de François qui l'examinait d'un air lourd et implacable. Il pâlissait. Il perdait la tête. Il était sur le point de crier au chat. « Hé, parle donc! Dis-moi enfin ce que tu me veux! » Quand il pouvait lui écraser une patte ou la queue, il le faisait avec une joie effrayée. Et alors le miaulement de la pauvre bête le remplissait d'une vague terreur, comme s'il eût entendu le cri de la douleur d'une personne. Laurent, à la lettre, avait peur de François. Depuis surtout que ce dernier vivait sur les genoux de l'impotente, comme au sein d'une forteresse inexpugnable, d'où il pouvait impunément braquer ses yeux verts sur son ennemi. Le meurtrier de Camille établissait une vague ressemblance entre cette bête héritée et la paralytique. Il se disait que le chat, ainsi que Madame Raquin, connaissaient le crime et le dénonceraient si jamais il parlait un jour. Un soir, enfin, François regarda si fixement Laurent que celui-ci, au comble de l'irritation, décida qu'il fallait en finir. Il ouvrit toute grande la fenêtre de la salle à manger et vint prendre le chat par la peau du cou. Madame Raquin comprit. De grosses larmes coulèrent sur ses joues. Le chat se mit à jurer, à se roidir, en tâchant de se retourner pour mordre la main de Laurent. Mais celui-ci tint bon. Il lui fit faire 2 ou 3 tours, puis l'envoya de toute la force de son bras contre la grande muraille noire d'en face. François s'y aplatit, s'y cassa les reins et retomba sur le vitrage du passage. Pendant toute la nuit, la misérable bête se traîna le long de la gouttière, l'échine brisée, en poussant des miaulements rauques. Cette nuit-là, Madame Raquin pleura François, presque autant qu'elle avait pleuré Camille. Thérèse eut une atroce crise de nerfs. Les plaintes du chat étaient sinistres, dans l'ombre, sous les fenêtres. Bientôt Laurent eut de nouvelles inquiétudes. Il s'effraya de certains changements qu'il remarqua dans l'attitude de sa femme. Thérèse devint sombre, taciturne. Elle ne prodigua plus à Madame Raquin des effusions de repentir, des baisers reconnaissants. Elle reprenait, devant l'appareil tic, ses airs de cruauté froide, d'indifférence égoïste. On eût dit qu'elle avait essayé du remords, et que, le remords n'ayant pas réussi à la soulager, elle s'était tournée vers un autre remède. Sa tristesse venait sans doute de son impuissance à calmer sa vie. Elle regarda l'impotente avec une sorte de dédain, comme une chose inutile qui ne pouvait même plus servir à sa consolation. Elle ne lui accorda que le soin nécessaire pour ne pas la laisser mourir de faim. À partir de ce moment, muette, accablée, elle se traîna dans la maison. Elle multiplia ses sorties,
s'absenta jusqu'à 4 à 5 fois par semaine. Ces changements surprirent et alarmèrent Laurent. Il crut que le remords prenait une nouvelle forme chez Thérèse, se manifestait maintenant par cet ennui morne qu'il remarquait en elle. Cet ennui lui parut bien plus inquiétant et le désespoir bavarde dont elle l'accablait auparavant. Elle ne disait plus rien, elle ne le querellait plus. Elle semblait tout garder au fond de son être. Il aurait mieux aimé l'entendre épuiser sa souffrance que de la voir ainsi repliée sur elle-même. Il craignit qu'un jour l'angoisse ne l'étouffât et que, pour se soulager, elle n'allât tout conter à un prêtre ou à un juge d'instruction. Les nombreuses sorties de Thérèse prirent alors une effrayante signification à ses yeux. Il pensa qu'elle cherchait un confident, au dehors, qu'elle préparait sa trahison. À 2 reprises, il voulut la suivre et la perdit dans les rues. Il se mit à la guetter de nouveau. Une pensée fixe s'était emparée de lui. Thérèse allait faire des révélations, poussée à bout par la souffrance, il lui fallait la bâillonner, arrêter les aveux de sa gorge. Fin du chapitre 30.